Bien, bonjour. Je prends donc le relais maintenant pour quelques mots à propos du petit cahier qui vous a été distribué, Trim die Schrift. Ce n'est pas le cahier d'activité de la méthode. Ce n'est pas non plus une grammaire, comme on pourrait en trouver avec un descriptif, des explications, plus des exercices. Et c'est bien sûr encore moins un manuel d'allemand ou une méthode d'apprentissage de l'allemand. En fait, c'est un outil complémentaire qui peut être utilisé en parallèle ou en complément du cours. Pour l'utiliser efficacement, l'élève aura certainement besoin de s'appuyer sur son cours, sur les traces écrites, sur les indications du professeur, peut-être sur une grammaire si il en possède une, mais en tout cas, il pourra avoir recours au précis grammatical que l'on trouve généralement à la fin des manuels, que ce soit au collège ou au lycée. Vous avez l'exemple dans Impulse. Les points de langue qui sont abordés dans le cahier correspondent en gros aux points de langue que l'on trouvera dans un manuel de troisième ou dans un manuel de seconde, où en général on renforce et consolide les acquis du collège. Donc ce cahier, il permet la révision, la consolidation, la remédiation. Il peut permettre l'homogénéisation aussi lorsque on accueille en seconde, voire dans d'autres classes, des groupes hétérogènes. Et pour certains élèves, il permettra l'approfondissement. Le niveau visé, comme vous le voyez sur la couverture, c'est un niveau A2 qui va vers B1. En gros, c'est le niveau fin de collège, classe de seconde. De mon point de vue, il peut être utilisé dès la classe de troisième. Bien évidemment, pendant toute l'année de seconde, dès l'accueil des élèves à la rentrée, pour remédier à certaines lacunes, pour consolider un certain nombre de points, et puis tout au long de l'année. Mais lorsque l'on accueille en première des élèves qui arriveraient de différentes classes, qui auraient suivi différents types d'enseignements, un mélange de LV1, de LV2, de bilingue, il peut très bien aussi être un outil qui permettra la remédiation et l'homogénéisation du groupe en classe de première. Un autre cahier, la suite, est en cours de rédaction actuellement et il correspondra à un niveau B1 et à la classe de première, mais avec toujours les nuances que je viens d'exprimer sur le public qui peut profiter de ce cahier. Donc ce n'est pas une méthode d'apprentissage, il n'y a pas d'entraînement proprement dit aux activités langagières, ce sont des activités préparatoires, ciblées, au service de la compréhension et de l'expression, mais qui portent sur des structures grammaticales et sur des principes de fonctionnement du lexique. On va en fait dans le sens des nouveaux programmes qui, dans la rubrique langue, nous rappellent qu'il convient d'aider l'élève à identifier, à comprendre, puis à s'approprier les mécanismes de la langue pour ensuite remobiliser ses acquis, tant en phase de compréhension que d'expression. Alors, avant de dire comment on a conçu l'utilisation du manuel et donner quelques pistes sur l'utilisation du manuel, il ne sera certainement pas inutile de présenter rapidement le contenu. Donc là, vous avez le sommaire. Comme vous le voyez, le cahier se compose de 25 fiches, oui, si vous le voyez maintenant. Donc 25 fiches qui chacune sont constituées d'une double page. Et 20 fiches portent sur des faits de langue qui relèvent plutôt de la grammaire et 5 sur le vocabulaire, tout en sachant que cette distinction, elle n'est pas toujours très pertinente quand on travaille par exemple sur les compléments de temps, sur certains adverbes de temps, sur gerade, sur früher. Est-ce qu'on fait de la grammaire? Est-ce qu'on fait du lexique? En fait, on fait du lexique au service de l'expression ou de la compréhension, au service de la langue, tout simplement. Donc cette distinction, elle ne sera pas toujours absolue. Vous voyez que la fiche numéro 23, les préverbes, pourraient aussi tout à fait prendre place dans la partie grammaire. Sauf que là, on a beaucoup plus insisté sur l'aspect sémantique des préverbes.
Alors, en ce qui concerne le lexique, vous le voyez en regardant les intitulés, il ne s'agit pas d'une approche notionnelle fonctionnelle, donner son opinion, exprimer un avis, décrire une image, exprimer un sentiment. Il nous semble un peu artificiel de traiter, ces domaines de façon déconnectée des textes et documents utilisés en classe, du contexte travaillé en classe. En revanche, on a choisi de privilégier des principes de fonctionnement du lexique, formation, composition, dérivation, les préfixes, les suffixes et les préverbes, comme je le disais à l'instant. Il semble important de sensibiliser les élèves à ces régularités de la langue, pour l'expression bien évidemment, mais aussi c'est une aide considérable pour la compréhension d'un document écrit. On est étonné parfois par la difficulté des élèves à induire le sens d'un mot, inférer le sens d'un mot, alors qu'en fait, ils en connaissent tous les éléments. Donc un travail systématique sur préfixes, suffixes et préverbes semble profitable pour aider les élèves, déjà dans le domaine de la compréhension. En ce qui concerne les structures grammaticales, nous nous sommes vraiment limités aux structures de base. De façon très progressive, c'est vraiment un rappel, une consolidation de ce que les élèves ont pu rencontrer au niveau du collège. Par exemple, sur les compléments de temps, on s'en est tenu aux prépositions les plus courantes, aux adverbes les plus courants, surtout à als et wenn en tant que conjonction de subordination. On a gardé pour le second volume, le second cahier, tout ce qui était plus complexe et moins directement prioritaire, so bald, so lange, etc. Même chose, par exemple, pour la concession. Dans la fiche qui porte sur la concession, on s'est vraiment limité à l'emploi de obwohl, la préposition trotz, l'adverbe trotzdem et zwar aber. Mais toutes les structures assez difficiles pour les élèves, wer das auch gesagt hat, ou mag auch so reich sein, des choses comme ça. On a laissé ça pour la suite, pour le cahier suivant, en distinguant d'ailleurs réception et production. Certains points sont abordés plutôt sous l'angle de la compréhension et pas forcément sous l'angle de la production. Donc on est plus dans la reconnaissance sur certaines formes que sur la production. Alors maintenant, comment est construite une fiche, une double page? La structure est récurrente. Est-ce qu'il est possible d'avoir la fiche numéro 6, page 14? Voilà, oui, c'est très pratique. En même temps, le cahier sous forme numérique peut aussi simplifier l'utilisation dans le cadre de la classe, puisqu'on peut avoir les deux utilisations possibles, soit sous la forme traditionnelle papier, soit sous la forme numérique lorsqu'on travaille en classe, et on peut bien évidemment mixer les deux. Donc si on prend l'exemple de cette fiche, en fait, la structure est donc toujours la même. On a une partie, aussi bien pour le vocabulaire que la grammaire, une partie fabrique à gauche et une partie training de l'autre côté. La partie fabrique, elle s'ouvre toujours à partir d'un texte. Alors un texte, soit un texte d'auteur, lorsque c'était possible, et pas des moindres, on a Goethe, on a Kafka par exemple, soit d'un texte qui a été fabriqué. L'objectif de ce texte étant de présenter un certain nombre d'occurrences relatives au point de langue traité, et aussi de fournir un contexte dans lequel vont s'inscrire les différents exercices qui vont être proposés. Le but étant de ne pas proposer des phrases en apesanteur, mais d'être véritablement de proposer véritablement des exercices et des énoncés contextualisés qui peuvent faire sens pour l'élève. Et c'est pour ça qu'on a souvent été obligé de fabriquer nous-mêmes les textes, mais toujours des textes en relation avec le monde germanophone et avec des points, en touchant à des points caractéristiques des réalités germanophones. À partir donc de ce texte, on va demander à l'élève
d'observer, de faire des repérages, d'identifier un certain nombre de faits de langue, de les classer. Et l'élève, finalement, va se reconstituer sa petite grammaire à lui. C'est-à-dire qu'à l'issue, bon, ça c'est le texte de départ, à l'issue des différentes activités qui sont proposées dans cette partie fabrique, l'élève va se refaire sa propre grammaire. Et c'est pour ça qu'on s'était posé un moment avec l'éditeur la question de savoir si l'on devait introduire la fiche par un petit cadre grammatical, un petit résumé grammatical, un peu comme Catherine Torres le présentait tout à l'heure dans le manuel, pour faire un petit résumé. Mais en fait, d'une part, ça nous aurait pris beaucoup de place sur les 2 pages, et d'autre part, ça aurait fait double emploi avec ce que l'élève est invité à faire ici. Si je prends cet exemple, qui est très progressif, donc l'élève va d'abord repérer les relatives dans ce texte de quelques lignes. Ensuite, on va lui demander de manipuler les pronoms relatifs, de passer par exemple sur des phrases qui sont très proches, de passer d'un genre à l'autre, d'un nombre à l'autre. Donc il manipule et il reconstitue, pour ainsi dire, le paradigme des pronoms relatifs. Là, on ne l'a pas fait sous forme de tableau, mais par exemple, pour la déclinaison du groupe nominal, c'est ce qui se passe. Ensuite, on va lui demander de décomposer la phrase pour en refaire 2 phrases indépendantes, pour comprendre ce qu'est finalement une relative et quelle est sa fonction à l'intérieur du groupe nominal. Et dans un dernier temps, on va lui proposer 3 énoncés avec des relatives et on va lui demander de remplacer le groupe sujet par un pronom personnel, tout simplement pour bien lui faire comprendre que la relative n'a pas d'existence propre au niveau de la phrase, mais qu'elle est un élément du groupe nominal. Et c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir, là, en lui donnant une phrase à rallonge, pour lui faire peur, alors qu'en fait, c'est tout cet ensemble, tout ce groupe nominal sujet, qui va être remplacé par un simple pronom personnel. Voilà donc la démarche qui est visée dans cette partie fabrique. Quant à la partie training, elle, bon, ce sont des exercices d'entraînement plus variés. Et on a aussi quelques exercices sur la comparaison entre le français et l'allemand. Par exemple, sur le verbe werden, les différentes façons de rendre le verbe werden en français. Et là, je crois qu'on a à la fin, là, si on peut le montrer, le dernier exercice, oui, c'est le numéro 3. Par exemple, qu'est-ce qui se cache derrière le pronom relatif dont en français? Quelles sont les différentes façons de rendre, comment peut-on rendre ce don en allemand dans les relatives? Bon, il y a donc un certain nombre d'exercices comme ça qui ne sont pas vraiment du thème grammatical traditionnel, mais qui sont des exercices de passage d'une langue à l'autre et surtout de comparaison d'une langue à l'autre. Alors, sur la présentation, je voulais simplement dire que finalement, on rejoint tout à fait les préconisations des nouveaux programmes. Je dirais que c'est une chance. Où dans la partie grammaticale, il est dit clairement qu'on aborde l'enseignement de la langue à partir des documents, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire, même si ce sont des mini-documents, et en lien avec un contexte d'utilisation, pour ensuite développer une approche raisonnée et systématisée des faits de langue. La petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les textes qu'on a choisis, c'est aussi pour ça que souvent on a été obligé de les construire nous-mêmes. Ça ne doit pas être des textes qui posent des problèmes de compréhension, mais des textes qui doivent être très accessibles pour les élèves, bien évidemment. Dernier point à propos du contenu, ce n'est pas un ouvrage théorique, ce n'est pas un ouvrage grammatical, comme je l'ai dit, ce qui veut dire qu'on utilise un vocabulaire simple pour l'élève, un vocabulaire qui lui est familier, une terminologie qui n'est pas forcément scientifique, qui est critiquable, et qui sera critiqué par les linguistes, mais on ne peut pas adopter un vocabulaire linguistique que l'élève ne comprendrait pas, d'autant plus que c'est assez difficile dans la mesure où, lorsque l'on compare les grammaires actuellement sur le marché, on voit que les auteurs sont en général d'accord pour condamner un certain nombre de termes, mais ils ne sont pas d'accord pour les remplacer par le même terme. Donc ça pose beaucoup de problèmes pour les élèves. Donc on a fait vraiment le choix
d'utiliser la terminologie qu'ils connaissent, celle qu'ils utilisent dans les autres langues et celle qu'ils utilisent en français. On parle d'adverbe, hein, même si c'est critiquable. On ne parle pas d'adjectif de verbe. On ne parle pas de lexème sans marque de catégorie. On parle de déterminant. Alors je suis tout à fait conscient que déterminant, pour nous germanistes, ça pose un problème. Les germanistes préfèrent parler de déterminatif et réserver déterminant au déterminant du groupe nominal ou au déterminant du groupe verbal. Sauf qu'en anglais, les élèves utilisent déterminant. En grammaire française, ils utilisent déterminant. Donc on a pris le terme déterminant que l'on retrouve globalement au collège. Alors maintenant, comment utiliser Trim dich fit pour terminer? Ça va, on est bien. Alors, notre souhait, bien sûr, c'est qu'un élève puisse l'utiliser seul, comme un outil de remédiation, de remise à niveau ou de révision, voire d'approfondissement. Mais notre souhait, c'est aussi que cet outil puisse être utilisé dans le cadre de la classe, comme un complément aux entraînements qui sont effectués en classe, en parallèle, en amont ou en aval. Donc là, c'est posé un problème, c'est le problème des corrigés. À partir du moment où on veut que les élèves puissent s'en servir seuls, il est évident que les élèves auront besoin de leurs corrigés, des corrigés. C'est pour ça que les corrigés sont à la fin. Mais si on veut l'utiliser en classe, il est vrai que les professeurs ont rarement l'habitude de travailler en classe sur des exercices pour lesquels les élèves disposent des corrigés à la maison. On aurait pu essayer d'avoir deux éditions, une édition classe, une édition individuelle, autonome. Bon, ça n'a pas été possible pour tout un tas de raisons. Donc finalement, on a mis les corrigés. Ceci dit, actuellement, on est quand même dans une phase d'évolution. Par rapport au travail qui peut se faire en classe, on insiste beaucoup sur l'individualisation du travail, l'autonomie, la responsabilisation des élèves, et l'autocorrection peut s'inscrire tout à fait dans cette démarche. À cela s'ajoute cette tendance, mais aussi cette nécessité à faire que l'enseignement des langues déborde de plus en plus du cadre géographique de la classe et du cadre horaire aussi de la classe, c'est-à-dire qu'on encourage le travail à l'extérieur de la classe et à l'extérieur du temps de la classe, avec les baladodiffusions, avec les recherches individuelles, avec le travail sur tablette, des lectures cursives qui peuvent être faites en amont ou en aval du cours. Et c'est vrai qu'avec le temps très limité dont on dispose maintenant, ce sera au cycle terminal, on sera le plus souvent à 2 heures par semaine. Donc dans le cadre de ce temps limité, on ne peut plus se permettre de passer trop de temps à corriger des exercices en classe au détriment des entraînements fondamentaux. Et cet outil peut être utilisé finalement dans cette perspective. Alors ça revient d'ailleurs à poser un peu la question de la place de la grammaire. On rejoint un vieux débat que moi j'ai toujours connu, un débat très, très sensible. La grammaire, à mon avis, on ne peut pas s'en passer, mais on ne veut pas trop le montrer, on ne veut pas trop le dire. La grammaire, c'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, hein. On essaye des fois de s'en débarrasser, mais elle revient toujours par l'autre porte. Et ça me paraît nécessaire parce que la grammaire, c'est quand même, d'une part, ça permet de gagner du temps. Hein, on n'est pas en immersion, donc il faut gagner du temps, il faut aller au plus vite. Il faut donc donner un certain nombre de principes de fonctionnement aux élèves. La grammaire, ça permet aussi de savoir ce que l'élève fait, de donner du sens à ce qu'il fait, et ça lui permet de comprendre où sont ses erreurs. Hein, je crois que ça, quand on veut faire un travail sur l'expression écrite, sur la correction, on a besoin justement que l'élève puisse passer aussi par la réflexion grammaticale. Mais la grammaire, moi je me souviens toujours de la phrase que disait ce qu'avait écrit un linguiste et didacticien de l'allemand, Jean Petit, il y a très longtemps. Il faut éviter qu'à trop parler sur la langue, on ne parle plus suffisamment la langue étrangère. Hein, donc il faut toujours trouver cet équilibre. Eh bien, on pourrait se dire que finalement, travailler avec ce type d'outils en classe, ça peut être aussi une façon de gagner du temps et de faire de la grammaire sans que ça morde trop
sur les activités langagières dans la classe. Alors, les utilisations possibles pour terminer. Donc, l'élève de lui-même, enfin de lui-même ou sous la pression de ses parents ou sur les conseils du professeur, il peut décider de travailler pour réviser, reprendre certains points, se remettre à niveau. Ça, c'est une possibilité. Dans le cadre de la classe, ça peut être un outil qui est prescrit ou recommandé par le professeur, au même titre que les élèves peuvent avoir un dictionnaire ou une grammaire, comme on le disait tout à l'heure, et l'élève peut ensuite l'utiliser en fonction de la progression dans la classe, en fonction des indications de son professeur, pour préparer un travail ou pour préparer un contrôle, en fonction peut-être aussi des remarques du professeur. On voit très souvent sur les copies, attention, il faut revoir l'emploi des prépositions, il faut revoir le marquage du groupe nominal, la place du verbe. Effectivement, à partir de cette prescription, on pourrait imaginer que l'élève ensuite se reporte ou que le professeur lui conseille de se reporter à telle et telle fiche pour un travail individuel sous la responsabilité du professeur. Ça peut bien évidemment être utilisé dans le cadre de séances de soutien, de remédiation, de travail différencié, d'accompagnement personnalisé. Et enfin, ça peut être utilisé de façon collective en classe. Alors bien évidemment, si les élèves ont été invités à faire le travail en vérifiant leurs réponses dans le corrigé, il est clair qu'on ne va pas faire une séance de correction traditionnelle. Mais la correction pourra prendre la forme d'une mise au point, d'un jeu de questions-réponses avec les élèves. On pourra demander aux élèves de justifier telle ou telle réponse, d'expliquer tel ou tel item, répondre à leurs questions. Et ça peut être le préalable à une mise au point sur un fait de langue. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur les suffixes et les préfixes, on peut très bien imaginer qu'on ait demandé aux élèves de travailler la fiche sur le sens des préfixes et des suffixes, sur leur emploi, donc sur dérivation et composition éventuellement, et ensuite faire une mise en commun en classe, une prise de conscience, une espèce de classement pour systématiser un petit peu les choses. Et finalement, on serait un peu dans le schéma de la classe inversée dont on nous parle beaucoup depuis quelques années. Les élèves, en amont, ont préparé, on a gagné du temps, ils ont rassemblé un certain nombre d'exemples, d'occurrences, et on va travailler dessus dans le cadre de la classe. On me dit par ailleurs que cette première partie peut être difficile pour certains élèves, ils peuvent avoir du mal, certains élèves ne seront pas très à l'aise pour refaire ce travail d'induction dont on a parlé tout à l'heure, pour entrer seul dans le texte. On peut très bien imaginer que le professeur les accompagne pour cette première partie et qu'ensuite il les invite à continuer par eux-mêmes. Le fait qu'on dispose du manuel numérique permet justement ce travail collectif, simplifie ce travail collectif. Ça permet aussi d'occulter dans un premier temps les corrigés si on le souhaite, de mettre en valeur certains éléments, de grossir certaines choses, de souligner, d'occulter, comme je le disais. Donc là, le fait qu'on dispose du cahier sous format numérique, ça peut permettre ce double emploi du manuel tel que je le disais tout à l'heure. Alors, le dernier point, ce sont les exercices interactifs qui sont proposés. Oui, là, vous les avez, mais quand vous regardez en haut de chaque fiche à droite, sur la page de droite, vous avez le petit symbole Nathan Laève, et je crois que les élèves peuvent directement le flasher, si je ne me trompe pas, et à partir de ça, ils auront accès à quelques exercices qui sont plus des exercices de vérification, d'auto-évaluation, qu'ils peuvent faire sur leur tablette ou sur leur smartphone, ou sur l'ordinateur. Enfin, bon, c'est quand même beaucoup mieux sur le smartphone ou sur la tablette. Donc vous voyez que même en allemand, on se met aussi au goût du jour. Et donc, je dirais que c'est un petit plus aussi pour les élèves, avec des exercices qui, bien sûr, se prêtent à la fois au format de l'écran et aux potentialités du smartphone. Voilà.